Bonjour à tous et merci d'avoir retenu notre exposé. Donc Bruno et moi-même, nous travaillons à l'unité de recherche des forêts méditerranéennes à Avignon. Nous sommes généticiens des populations et nous sommes membres de la commission des ressources génétiques forestières. Et nous sommes aussi impliqués dans la conception des fiches conseils qui sont disponibles sur le site du gouvernement où il y a toutes les recommandations pour l'utilisation des ressources forestières. Donc nous allons parler aujourd'hui d'exotisme et d'autochtonie dans des forêts de protection, les forêts de pins de Salzmann. Voilà. Et tout d'abord, nous allons partager nos connaissances sur l'évolution des pins. Le genre Pinus est divisé en deux sous-sections, la section des Pinus et la section des Pinastères. Et cette divergence remonte à très loin, puisqu'elle remonte à 50 millions d'années à peu près pendant l'Éocène. C'était une période très chaude, où on a des fossiles de palmiers au niveau du pôle Nord. Et donc, au niveau du genre Pinus, on retrouve différentes espèces. Le Pinus nigra, dont nous allons discuter aujourd'hui, le pin sylvestre, le pin mugo. Et dans l'autre sous-section, on a le pin d'Alep, le pin maritime et le pin brussia, par exemple. On peut passer à la suivante. Donc la divergence à l'intérieur des sous-espèces de pin noir est beaucoup plus récente et elle date de la fin de la dernière glaciation, début Holocène. Et la répartition de ces sous-espèces, elle est sur tout autour du pourtour méditerranéen. Le nombre de sous-espèces de pin noir varie en fonction de la nomenclature. Alors sur cette carte sont représentées les 5 principales sous-espèces, mais on peut aller jusqu'à 8, et les marqueurs génétiques tentent à montrer qu'il y aurait 7 groupes génétiques. Donc en violet, eh bien, on a la répartition géographique du pin de Salzmann, qui va du nord de l'Afrique et qui va jusqu'au Massif central en France. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les peuplements français, donc qui sont dans le Massif central, dans les Cévennes, et qui vont jusque dans le Conflent, dans les Pyrénées. Vous voyez que c'est fragmenté et très petit. Ensuite, il y a les pins lariciaux de Calabre et de Corse, en bleu, que l'on va trouver en Corse, en Calabre et puis en Italie. Le pin noir d'Autriche, que l'on va trouver dans les Apennins, en Autriche, et puis dans les Balkans, jusqu'au nord de la Grèce. Et le pin palasiana, qui a la plus grande couverture, et que l'on trouve en Grèce, en Turquie, en Crimée et à Chypre. Et c'est là qu'il peut y avoir une sous-classification entre les différentes sous-espèces. Donc, pourquoi protéger le pin de Salzmann en France ? Eh bien, son aire est fortement réduite et fractionnée. Il y a des populations où il ne reste plus qu'une cinquantaine d'arbres, donc de forts problèmes vis-à-vis de consanguinité entre les arbres et donc des problèmes d'adaptation future. Et puis son habitat est aussi donc fragmenté et protégé, et cette protection elle est reconnue au niveau européen puisque l'habitat du pin de Salzmann est d'un intérêt communautaire prioritaire. Et il fait partie des programmes de conservation de Natura 2000. Donc il a le code 9530 et c'est un habitat à pinède sud-maritime de pin noir endématique, le pin de Salzmann. Alors bien sûr, les arbres ont aussi des qualités intrinsèques qui sont importantes à protéger. La capacité d'adaptation du pin de Salzmann qui arrive à pousser dans des conditions extrêmes de sécheresse et des sols très pauvres. Et puis, alors, une potentialité de production qui n'est pas reconnue en France parce que les peuplements de pin de Salzmann sont souvent dans des sols médiocres. Et donc, il a des faibles productions qui vont de 2 à 3 mètres cubes par hectare et par an. Mais lorsqu'il est planté dans des conditions favorables, il peut donner de bons éléments, notamment en Espagne où il est largement planté. Il s'appelle Pinus salgareño, si vous voulez le trouver en Espagne. Et il peut aller jusqu'à des productions de à peu près de 11 mètres cubes par hectare et par an. Alors, justement parce que il a des faibles capacités de production, il n'a pas été retenu au moment du RTM, au moment des grandes plantations, pour replanter en France. Et
on s'est tourné plutôt vers des autres sous-espèces de pin noir. On peut passer à la diapo suivante. Le pin noir d'Autriche, qui a été largement planté, vous l'avez cité, donc au RTM. Et puis, plus récemment, mais à partir du RTM aussi, le pin laricio de Corse, avec 190 000 hectares de plantation de pin noir d'Autriche actuellement et 173 000 hectares de pin laricio de Corse. Les deux espèces étant plantées aussi parce qu'elles ont des fortes capacités de production qui sont de l'ordre de 10 à 13 mètres cubes par hectare et par an, stade adulte. Bon, bien sûr, le bois est utilisé pour différentes fonctions de structure, parquet, bardage. On peut passer à la suivante. Donc, là, ici, vous avez une représentation des points d'observation des différentes sous-espèces, donc Salzmann, pin laricio et pin noir d'Autriche. Et on peut voir que, eh bien, on a un gros contraste entre les points de présence du pin noir d'Autriche et de pin laricio par rapport au pin de Salzmann. Les points dans le nord de la France du pin de Salzmann, je pense que ce sont les plantations expérimentales que nous avons soit à l'INRAE, soit à l'ONF, soit au CNPF. La suivante. Et donc, on voyait aussi qu'il y avait une zone de recouvrement entre les différentes sous-espèces. Une diapositive qui vous montre l'évolution des ventes de plants des principales sous-espèces de pin noir. Donc, la principale, depuis les 10 dernières années, hein, donc la principale sous-espèce qui est vendue, c'est le pin laricio de Corse. On voit qu'il y a une petite décroissance qui est liée en fait à la maladie des bandes rouges. Et le pin noir d'Autriche et le pin de Salzmann sont bien sûr très en bas dans la quantité de plants vendus. Mais bon, ce qui est à noter, c'est qu'en 10 ans, la demande de pin de Salzmann a été multipliée par 200. Donc voilà, on a des difficultés à trouver de la graine et voilà. Mais on en reparlera après. S'il vous plaît. Donc, quels sont les risques par rapport à la conservation du pin de Salzmann d'introduire des sous-espèces telles que le pin laricio de Corse ou le pin noir d'Autriche? D'une part, l'habitat naturel est perturbé. Il y a une compétition entre ces sous-espèces. Alors, il y a aussi le pin maritime qui ne fait pas partie du complexe de ces sous-espèces, mais qui est aussi un perturbateur pour le pin de Salzmann. Compétition pour la lumière et puis une contribution à la fermeture du milieu. Et l'introduction de ces pins aggrave aussi le risque d'incendie qui est déjà très important dans ces forêts méditerranéennes. Par ailleurs, l'introduction possible de maladies, on y reviendra juste après. Et puis, il y a des flux de gènes possibles entre ces sous-espèces. Donc, qui dit flux de gènes implique une perte de la diversité locale pour le pin de Salzmann, l'introduction de nouveaux gènes, et des risques de maladaptation, en particulier lorsqu'il y a des écotypes particuliers. Ça peut entraîner une perturbation, une sensibilité aux maladies par les flux de gènes et une diminution de la résilience, notamment vis-à-vis des stress environnementaux type sécheresse, qui est connu chez le pin de Salzmann. Alors, juste un point sur les flux de gènes dans les pins. Alors, on n'a pas trouvé de résultats sur le pin noir en particulier. Donc, on vous présente un résultat sur le pin sylvestre qui est très proche. Il a un pollen qui est vraiment similaire au pin noir. Et donc, c'est une étude qui a été réalisée en Espagne dans 2 papiers. Le premier papier, donc, qui porte sur un petit îlot de pin sylvestre assez isolé. Ils ont regardé à quelle distance les flux de gènes allaient à l'intérieur de ce peuplement. Vous voyez que la courbe, alors les bâtons en noir, c'est la distance. Sur l'axe des Y, c'est la proportion de pollen retrouvée à différentes distances sur le terrain. On voit qu'il y a une courbe leptocurtique en L avec beaucoup de pollen en moyenne à 48 mètres des parents. Et puis, ça diminue, avec 50% du pollen qui est en gros à moins de 11 mètres, et puis à 7% du père, et 7% de la mère, pardon, et 7% du pollen qui est à plus de 200 mètres. Et puis, 5 ans après, ils ont fait une autre étude en regardant s'il y avait du pollen qui venait d'autres populations
aux alentours. Et là, alors c'est la carte du dessous, vous voyez qu'il y a 50 km, il y a une échelle de 50 km, donc entre la A et la F, voilà, on est à plus de 100 km. Et en fait, dans cette étude, on montre qu'il y a 4,4% du pollen qui a pollinisé efficacement des ovules à plus de 100 km. Donc un flux de gènes qui va loin et qui est possible. Les pollens sont encore fertiles, quoi. Par rapport au risque sanitaire, donc ça c'est une synthèse qui a été faite par Bernard Bout du DSF. En gros, les pins noirs partagent à peu près toutes les mêmes maladies. Les principaux insectes sont la processionnaire du pin, il y a les scolites, les pissodes et les buprestes. N'étant pas spécialiste, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des pathogènes, mais vous avez toutes ces informations dans les fiches des différentes sous-espèces de pin noir. Les invasifs potentiels, alors il y a le nématode du pin qui est présent au Portugal, qui commence à faire des ravages, et puis, alors c'est un petit papillon, donc une chenille, le Dendrolimus sibéricus, qui se trouve en Chine et en Sibérie, et qui fait aussi des ravages sur les conifères. Donc pour l'instant, ils ne sont pas là, ils ne sont pas en France, mais bon, il y a potentiellement des nouvelles maladies qui pourraient arriver. Et les pathogènes qui sont vraiment importants sur les pins noirs sont le Sphéropsis des pins, qui va provoquer une défoliation, un rougissement des pins et qui peut aller jusqu'à la mort lorsque les arbres sont déjà affaiblis, lorsqu'ils ont déjà subi des sécheresses par exemple. Et puis la maladie des bandes rouges, qui pareil entraîne une défoliation des pins. Ces deux maladies sont plus importantes chez le pin, alors la première chez le pin noir d'Autriche, chez le pin laricio par rapport au pin de Salzmann, et la deuxième est importante chez le pin laricio. Par rapport au pin de Salzmann, ça a été démontré au cours d'une thèse. Il y a le magazine Forêt Entreprise qui fait une synthèse là-dessus au travers du projet Dollar. Il y a on doit être à 20% d'attaques chez le pin de Salzmann contre une cinquantaine de pourcents chez le laricio, et le reste c'est du pin noir d'Autriche, donc sur la maladie des bandes rouges. Donc c'est plutôt important. Ces différentes sous-espèces, alors nous sommes généticiens et on les étudie afin de voir à quel niveau elles sont divergentes. Et en fait, elles ont des différences génétiques. On arrive à différencier ces sous-espèces par des marqueurs génétiques. Et vous avez sur ce graphique des individus qui sont des pins de Salzmann de plus de 250 ans. Alors pourquoi plus de 250 ans? Parce qu'on veut se mettre dans un contexte d'autochtonie. Et ces arbres ont été repérés visuellement, donc on voulait être à peu près sûr que ce n'était pas autre chose que du pin de Salzmann. Donc on a repéré des arbres sur la base des écrits de Calas. C'est un ouvrage qui date de 1900 et dans lequel il décrit tous les peuplements de pin de Salzmann en France. Donc on est retourné sur les sites qui sont décrits dans cet ouvrage et on a repéré sur le terrain, à partir d'images ou des descriptions dans le texte, les vieux pins de Salzmann. Donc là, ce sont des pins de Salzmann de plus de 250 ans. Vous m'entendez ? Qui sont à Saint-Guilhem-le-Désert, c'est au nord-ouest de Montpellier. Il y a des références pin laricio de Corse, pin laricio de Calabre et pin noir d'Autriche. Et on peut voir que les différentes sous-espèces se différencient bien, les patates sont bien divergentes, avec une zone quand même au milieu qui correspond sans doute à la divergence récente entre ces sous-espèces. On peut passer. Et nous avons, comme je disais, nous avons voulu repérer sur le terrain les arbres sur la base de critères morphologiques aussi. Donc il y a différents critères qui peuvent différencier le pin de Salzmann, le pin laricio et le pin noir d'Autriche. En gros, le pin noir d'Autriche, il va avoir des aiguilles beaucoup plus courtes, beaucoup plus raides et vertes foncées, et puis il va y avoir le cône va être sessile, alors que le laricio et le Salzmann auront des aiguilles plus longues, plus souples, plus vert clair avec un petit pédoncule sur le cône. Entre le pin laricio et le pin de Salzmann, c'est beaucoup plus compliqué quand ils sont
c'est plus compliqué. Néanmoins, il y a donc des aiguilles plutôt tordues pour le pin Laricio et plutôt droite pour le pin Salzmann. Et puis les jeunes pins Salzmann sont assez reconnaissables avec cette patte de canard de couleur orange. C'est très typique du pin Salzmann. Donc nous avons voulu étudier la quantité de flux de gènes qu'il pouvait y avoir dans des plantations en mélange entre pin Salzmann et des pins noirs d'Autriche introduits. Donc là, nous sommes dans le Conflent, donc dans les Pyrénées-Orientales, pas très loin de peuplements classés de pin Salzmann, mais néanmoins à plusieurs kilomètres quand même, où il y a eu des introductions de pins noirs d'Autriche. Donc vous avez en jaune sur la carte les parents, les arbres adultes, qui sont en jaune les pins noirs d'Autriche, et en saumon les pins Salzmann. À l'intérieur de cette zone, sur un quadrillage systématique, un semis tous les 100 mètres ont été prélevés. Et nous avons analysé avec des marqueurs génétiques la composition de cette descendance. Vous avez sur le graphique du haut comme des bâtons. Alors on ne voit pas au début parce qu'ils sont tous de la même couleur, ils sont tous rouges, ce sont les parents Salzmann. Et vous avez en vert le bloc vert qui correspond au bloc des pins noirs d'Autriche. Et ensuite, vous avez des petites barres soit vertes, soit rouge, soit un peu rouge et un peu verte. Et ça, ce sont les résultats sur les semis. On peut voir qu'il y a des descendants qui sont 100% du génotype d'une sous-espèce, et puis il y a des mélanges. La proportion des hybrides, donc c'est ce qu'on appelle type F1, ça veut dire 50% Salzmann, 50% pin noir d'Autriche, et de 2,7%. Et F2, ça veut dire des semis de deuxième génération, sont aussi à 2,3%. Donc on a en gros 5% d'hybrides dans ce peuplement en mélange. La présence des hybrides est très structurée dans le peuplement, et ils sont plutôt à côté de deux parents qui sont des deux espèces. Alors on a fait c'est pas exactement le même exercice, mais l'étude de l'hybridation dans un autre dispositif. Là on se trouve à 7 km de Saint-Guilhem-le-Désert, donc au nord-ouest de Montpellier, où il y a aussi une zone de conservation, un peuplement classé, donc à Saint-Guilhem-le-Désert. Là, on est à 7 km, où il y a eu des plantations de pins Laricio. Alors, en violet, c'est tous les nigras, sous-espèces nigras, vous voyez sur la carte. Et donc, on est dans une zone assez ouverte, où il y a de la régénération d'arbres. Et donc, là, le but du jeu, c'était d'aller chercher les semis ou les régénérations atypiques. On essayait de trouver les hybrides pour ensuite faire de la génétique et valider notre œil d'expert pour détecter les différentes sous-espèces et les hybrides. Et donc le résultat était plutôt étonnant parce qu'il y avait eu en fait beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire qu'il y avait 80% de réponses erronées au niveau du phénotype par rapport à la génétique. En particulier, on avait 92%. Quand on classait les hybrides Nigra Laricio, il y avait 92% d'erreurs, si je ne me trompe pas, au niveau de la réponse. Donc c'était plutôt l'une ou plutôt l'autre, en fait. Donc, on utilise les marqueurs génétiques quand on fait des expertises pour Natura 2000, pour l'ONF, pour le CRPF, afin d'identifier les exotiques pour les éliminer quand on est en zone de protection. Et il n'y a que ça qui marche, en gros. Mais ces marqueurs moléculaires, ils vont plus loin. Ils arrivent aussi à différencier les sous-populations de pins Salzmann à l'intérieur de l'aire de distribution. Donc, on va avoir... Alors, toujours le même type de graphique. On a les pins, les nigras et les corses et les calabres qui sont complètement à gauche. Et puis ensuite, chaque couleur représente les provenances. Vous voyez que Conflent dans les Pyrénées, c'est plutôt bleu clair. Saint-Guilhem du Désert va être plutôt bleu foncé. Le rose, c'est le col du Glas dans le Gard. C'est une toute petite population de 50 arbres. En vert, on est sur Gachas, Ardèche, la limite entre la Gard et l'Ardèche, le bois d'Abo, et en orange, c'est les gorges du Tarn. On peut passer à la suivante.
Donc en termes de gestion, quelles sont les recommandations pour la préservation du pin de Salzmann? Alors il y a différentes façons de gérer. On peut gérer la conservation in situ, donc directement dans les peuplements. Et là, on va favoriser la régénération, l'ouverture du peuplement, essayer de diminuer la compétition, avec le pin maritime en particulier dans les Cévennes, notamment les 4 premières années. Et puis, élimination des pins noirs d'Autriche, des pins lariciaux, enfin de toutes les exotiques dans un rayon de 1 km. Ça, c'est ce qui est préconisé dans les fiches. Ensuite, on fait une conservation ex situ. Donc, on va repérer sur le terrain, dans les peuplements, les vieux arbres autochtones. On en prélève des greffons et on les greffe en pépinière. Donc ça, c'est l'ONF qui s'en charge. Et on a une collection qui est en cours, qui est composée, on va le voir juste après, de 700 arbres. Et puis, il y a aussi des possibilités de faire de la conservation ex situ dynamique, c'est-à-dire qu'on va replanter ces clones que l'on a greffés, et puis on va les laisser grandir et se reproduire et faire de la régénération naturelle pour qu'il y ait de nouveau de la diversité génétique et des flux de gènes entre ces arbres qui, au final, dans certains peuplements, ne se reproduisent plus beaucoup parce qu'ils sont très vieux ou dans des conditions extrêmes. Donc, pour repérer justement ces vieux arbres, eh bien, la seule possibilité, c'est de faire du carottage. Donc, dans un projet que Bruno a coordonné, nous avons repéré 4000 arbres, 4500 arbres sur la base des écrits de Calas. Ils ont été carottés et au final, on va voir, voilà, il y en a 680 qui avaient plus de 150 ans en 2010. Pourquoi 150 ans en 2010? Donc on avait comme repère 1860, qui était la période de plantation du RTM. Donc il fallait que les arbres soient plus anciens pour qu'ils ne soient pas issus de cette période de plantation. Vous avez sur ce graphique la répartition en classe d'âge des pins de Salzmann de plus de 150 ans dans les différents peuplements autochtones. En Ardèche, Pyrénées, Col du Glas, Gorge du Tarn et Saint-Guilhem. On peut voir qu'en Ardèche et Pyrénées, ils sont à peu près homogènes, entre 150 et 200 ans. Et puis, c'est dans les Gorges du Tarn et à Saint-Guilhem-le-Désert qu'on a les plus vieux, avec le plus vieux qui doit avoir 487 ans, je crois. Donc, travail difficile pour aller récolter les greffons, ça c'est dans les Gorges du Tarn. Donc, on est dans de conditions extrêmes là, pour aller chercher du matériel végétal. Et puis voilà la collection en 2020, et elle commence à fructifier. Donc, pour l'instant, les graines, elles ne sont pas viables, ou elles ne sont pas de très bonne qualité. Mais bon, c'est la première année de fructification, donc à terme, on aura une belle collection qui pourrait servir ensuite pour faire des vergers à graines. Donc effectivement, pour terminer, les graines, on peut se les procurer pour les plantations directement dans des peuplements classés. Donc il y a 2 régions de provenance pour les ressources en graines. Dans ces régions, il y a 2 peuplements dans les Cévennes, sur les Grands Causses, et puis un peuplement dans les Pyrénées, sur le Conflent. Et on peut, alors pour l'instant, ce n'est pas encore disponible, mais il y a des vergers en graines qui sont en cours. Et bien évidemment, donc, toutes ces recommandations sont sur la fiche de recommandation de l'utilisation du pin de Salzmann, mais vous avez dans les fiches des sous-espèces pin lariciaux et pin noir d'Autriche les recommandations en termes de plantation qui indiquent bien de ne pas planter ces sous-espèces dans un rayon de 1 km quand on est dans des zones de protection du pin de Salzmann. Je crois que j'en ai fini. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ici, vous avez des photos actuelles et anciennes qui étaient dans le bouquin de Calas ou dans le fonds Flao, qui est aussi une bonne référence pour les photos anciennes. Je vous remercie. Un grand merci. Hein, on est
On est directement rentré dans le vif du sujet en posant la question en termes de vulnérabilité, en termes de risque, notamment en termes de risque d'hybridation. Donc le format des interventions prévoit 20 minutes d'intervention et une dizaine de minutes de questions. Donc on va pouvoir laisser la parole à la salle pour poser des questions. Juste une deuxième question très, très rapide. Vous nous avez montré aussi, finalement, avec les taux d'erreur sur le phénotype, que ce n'était pas aussi évident que ça de repérer les espèces parentes, ni les hybrides. Et donc, comment on fait, nous, gestionnaires, ensuite sur le terrain, pour eh bien, essayer du mieux qu'on peut de favoriser le salzmann et les croisements salzmann si on ne sait pas reconnaître les autres. Oui, merci Brigitte pour la question. Le diagnostic phénotypique ne marche pas quand on est dans des conditions atypiques. Ce qui a été testé, c'est sur effectivement un plateau dans lequel on a des régénérations naturelles. On n'est pas dans un milieu forestier. Les semis s'installent et là effectivement on est très mal armé avec un diagnostic phénotypique pour dire c'est un salzmann, c'est un laricio, c'est un pain noir d'Autriche, c'est un hybride. On se trompe. Par contre, vous avez vu qu'en population naturelle avec une dispersion du pollen et des graines qui est faible, qui est plutôt à côté des parents, le diagnostic phénotypique est bien meilleur. Et on vient de terminer une expertise pour le bois d'Abo, donc il y a une zone Natura 2000 en Ardèche. Et là, le diagnostic fait par le collègue forestier de l'ONF, il y a eu 2 erreurs sur 100 arbres. Donc en fait, dans des conditions typiquement forestières, le diagnostic, je dirais que pour de la gestion, et si on veut supprimer des individus qui ressembleraient à des lariciaux et des pins noirs d'Autriche dans un contexte où on veut protéger le pin noir de salzmann, on se trompe peu. Et c'était des arbres adultes. Voilà. Donc, et c'est effectivement, je dirais, là où est le problème en situation de protection, type Natura 2000, c'est quand les individus suspects ou phénotypiquement indésirables provenant des autres espèces commencent à fructifier. Au jeune âge, le problème est moindre. Voilà, donc il y a quand même un espoir autour du diagnostic phénotypique. Myriam Leguet, AgroParisTech. Donc merci effectivement pour cette présentation avec une vision à 360 degrés. Moi, ma question porte également sur les impacts, mais justement sur les impacts génétiques. Parce que finalement, si les hybrides ont un risque de maladaptation, on peut se dire qu'ils vont être éliminés. Donc du coup, est-ce que c'est grave, docteur ? Est-ce que c'est grave, docteur? Alors, tout dépend du... Oui, donc c'est vrai, la sélection naturelle fait son boulot en général. Quand c'est un problème actuel, si par exemple il y a une très forte année de sécheresse et que les hybrides sont moins bien adaptés, ils vont disparaître. Par contre, quand c'est des problèmes qui peuvent arriver dans plus longtemps, la réponse est moins évidente. Et l'autre point qu'il faut souligner, c'est que le rapport de force entre salzmann et les 2 autres est extrêmement déséquilibré. Salzmann, c'est 5000 hectares en France. Si on fait la somme des pins lariciaux et des pins noirs, on est à quelque chose comme 300 000 hectares. Donc en fait, on a une contribution pollinique venant des lariciaux et pins noirs d'Autriche qui est énorme par rapport à la capacité. Donc en fait, on a un vrai risque de création d'hybrides qui ne seraient pas forcément contre-sélectionnés parce que les critères de contre-sélection n'existent pas au moment où ils arrivent. Donc, c'est grave, docteur. Moi, je dirais qu'il y a quand même un risque important du fait de cette balance, cet équilibre inéquitable entre les deux. Particulièrement dans les endroits où on veut protéger le pin de salzmann parce que c'est une ressource autochtone, patrimoniale, intéressante à protéger. On parle bien de ça comme enjeu. Oui, Erwin Ulrich, également ONF. Vous nous avez très bien présenté tous les risques qui sont liés à l'introduction des différents pins noirs, mais je suppose qu'il y a aussi des avantages. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Et la deuxième question que j'avais, vous avez parlé d'écotype, de la
probabilité que des écotypes disparaissent. Peut-être c'est faux ce que je vais dire, mais je suppose que dans le temps, certains écotypes vont disparaître, mais d'autres peuvent apparaître si on se place dans une longue trajectoire en lien avec le changement climatique aussi. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, je reprends le micro. Hein. Le pin noir d'Autriche, c'est clair que c'est un formidable pionnier qui a fait le job quand il a été introduit au moment de la RTM et après pour stabiliser tout un tas de terrains, notamment tout ce qui est terrain marneux, etc. Donc il a favorisé, on peut prendre par exemple l'exemple du Mont Ventoux, qui est notre laboratoire de terrain favori, où effectivement il a favorisé le retour des espèces autochtones que sont le sapin pectiné et le hêtre. Donc il a très clairement des avantages. Nous, la situation dans laquelle on se place, c'est une situation dans laquelle on a une ressource autochtone à protéger parce qu'elle disparaît. Et Caroline l'a dit, c'est à la fois à cause des pins noirs, mais aussi à cause de l'extension du pin maritime, pour tout un tas de raisons. Et ce patrimoine, il nous faut le protéger. On ne le connaît pas très bien. On a un certain nombre d'indications qui montrent qu'il est effectivement plus résistant à des conditions de climat qui deviennent défavorables par rapport aux deux autres. Il a des facultés de résistance à certaines maladies. Donc, il ne faut pas se priver de pouvoir conserver ce patrimoine qui peut nous servir à tout un tas de choses. Il y a le côté utilitaire, on dirait, mais il y a aussi tout ce qui est sociétal et autres, enfin, tous les services écosystémiques auxquels on peut penser. Donc, il faut à tout prix garder cette ressource, la protéger, parce qu'elle peut nous servir actuellement et dans le futur. Oui, bonjour, Hervé Le Boulaire, Forêt de Chantilly, Institut de France. Je voudrais poser la question en inverse en forestier. On a dans cette forêt une chênaie qui est dépérissante. On a un projet, entre autres avec Hervé Jactel, d'aller vers une chênaie pinède en mélange, et le pin sylvestre apparaît comme à peu près certainement condamné à terme. On ne veut pas être totalement dépendant du pin maritime, donc on envisage de faire de l'introduction de pin noir. Et ma question est, faut-il aller vers une approche monospécifique, par exemple en visant des populations de pin noir espagnols, ou est-ce qu'on doit faire une salade cantilienne en mélangeant les pins noirs du bassin méditerranéen ? Bon, alors on n'est peut-être pas d'accord, donc du coup, si Caroline n'est pas d'accord avec moi, je lui passerai le micro. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les modèles de niche, etc., parce qu'effectivement, on est dans des projections où on maîtrise absolument rien en termes de climat futur, donc on sait que ça va changer, mais à quel degré, on n'en sait rien. Étant généticien, moi j'ai bien envie aussi de laisser sa place à la sélection naturelle et puis de voir ce qui va arriver. Après, s'il faut introduire des choses et les faire venir, le généticien aime bien le mélange, donc c'est clair que c'est quand même une assurance de résilience plus forte que si on introduit des choses avec peu de diversité. Et puis en tant que fan du pin Salzmann, je pense que c'est un bon plan d'essayer de l'introduire. Après, l'autre chose que je pourrais dire, c'est quand on fait des introductions, documentons-les, gardons les données, partageons les données, faisons que ça se sait et faisons des suivis sur le long terme, parce que souvent, on a des sous pour introduire, mais on n'a pas de sous pour suivre. Donc, c'est un peu embêtant ce que vous disiez, ce qui a été dit en intro sur les données historiques. Typiquement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas louper. Alors, je suis d'accord. Bon, elle est d'accord, Caroline, donc ça va. Et d'ailleurs, alors sur le Cosméjean, si je ne me trompe pas, on introduit le pin Salzmann dans les plantations de pin noir d'Autriche qui sont en train de... Voilà, qui sont dépérissantes. Donc il y a l'aspect inverse. Quand on n'est pas en zone de protection du pin Salzmann, à l'inverse, on peut le planter dans les plantations de pin noir d'Autriche ou pin laricio et apporter cette rusticité ou résistance à certaines maladies. Donc intéressant de les mélanger quand on n'est pas en zone de protection, bien sûr.